Bonjour, je suis doctorant à l'ULB, je travaille sur la supervision du professeur Noël. Mon sujet de thèse sont les processus de prise de décision chez les joueurs pathologiques. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le cadre de ce podcast, je vais venir vous présenter une certaine approche des processus de prise de décision, qui est l'approche computationnelle, et la mettre en lien avec l'addiction, et je vais un peu vous démontrer pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette approche pour essayer de comprendre l'addiction et d'étudier l'addiction. Alors tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction très rapide théorique sur ce que sont les addictions, les processus de prise de décision, et ensuite, je vous expliquerai différents résultats d'études et ce qu'on a déjà obtenu. Alors l'addiction, d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc une petite définition opérante. L'addiction, c'est un comportement qui est récurrent, qui est difficilement contrôlable et qui résiste à ses conséquences négatives. Donc c'est très important de comprendre qu'un addict, donc c'est toujours quelqu'un qui a commencé à consommer une substance et ça lui plaisait au début. Avec le temps, des conséquences négatives se sont fait sentir et même s'il en tire toujours certaines conséquences positives, c'est devenu majoritairement négatif. Donc, par exemple, un alcoolique qui a commencé à boire, il a commencé parce que l'alcool lui plaisait, il aimait boire, ça l'amenait dans certains états qui étaient plaisants pour lui. Avec le temps, ces états ont diminué et ça a commencé à lui poser des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes financiers. Mais malgré tout, il continue de boire. Alors du coup, on s'est un petit peu penché vers les processus de prise de décision et comment ça se fait qu'une personne choisissait de boire plutôt que de ne pas boire. Alors qu'est-ce que c'est un processus de prise de décision? Processus de prise de décision, c'est la sélection d'une action parmi différentes alternatives dans le but d'optimiser son comportement. Donc optimiser son comportement, ça veut dire maximiser les gains qu'on peut obtenir, maximiser les récompenses, aller vers un état désirable et en même temps minimiser le nombre de punitions ou d'états non désirables justement. Donc on a un constat assez contre-intuitif, c'est que l'addict c'est quelqu'un donc, qui va maintenir son comportement malgré justement la perte de cette nature récompensante, donc en fait qui n'optimise plus du tout son comportement. Donc on s'est demandé, tiens, peut-être qu'il y a un déséquilibre dans les processus de prise de décision, peut-être qu'il y a un souci à ce niveau-là, et ça pourrait donc être un déséquilibre que je vous expliquerai après, entre d'un côté les habitudes, donc toutes des actions qui ont été associées précédemment, et des actions qui sont plutôt justement orientées vers un but futur et vers le présent. Donc les processus de prise de décision, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous disais juste avant, c'est la sélection d'une action parmi différentes alternatives pour optimiser son comportement. Alors comment ça va se passer? En fait, on va toujours faire des prédictions entre une action et la récompense qu'on va attendre de cette action. Cette action va toujours être basée sur l'expérience qu'on a du contexte et sur toutes les informations qui sont disponibles autour de nous. Alors pour ce faire, on a été doté de deux systèmes parallèles de prise de décision. D'un côté, ce qu'on appelle l'apprentissage model-free et d'un autre, c'est l'apprentissage model-based. Alors l'apprentissage model-free, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage model-free, c'est notre apprentissage qui est dit habituel. Donc c'est simplement des associations entre un état et une action. C'est exactement ce qu'on appelle le stimulus-réponse. Donc quand vous êtes dans certains états, vous avez l'habitude de toujours réagir de la même manière. Donc il n'y a pas de lien forcément entre les actions et les conséquences, parce qu'en fait on les réévalue pas constamment comme ça. Donc tous les matins, quand vous vous levez plus ou moins de la même manière, vous prenez la douche de la même manière, vous commencez pas à réfléchir à tout ce que vous allez faire. Quand vous allez à l'université le matin, vous prenez généralement plus ou moins le même trajet, ou vous choisissez entre les quelques trajets qui sont vos habitudes. Alors comment est-ce qu'on va apprendre avec ce modèle free? En fait, à chaque fois que vous faites une action, si jamais elle a été récompensée et s'il a eu une conséquence qui était attendue, cette association va se renforcer. Si jamais justement elle a été punie ou que cette action a une conséquence qui n'est pas attendue, cette association va être affaiblie au fur et à mesure. Donc c'est un système qui met très longtemps pour apprendre, ça se renforce lentement et ça s'affaiblit très lentement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très inflexible. Le gros avantage par contre de ce système, c'est qu'il coûte très peu d'énergie. Donc ça veut dire que toutes vos habitudes, vous allez pouvoir les faire sans réfléchir et cognitivement, ça va vous demander absolument aucune énergie. On dit que ce système est rétrospectif parce qu'il est constamment basé sur des associations qui ont été faites dans le passé. Alors, et de l'autre côté, on a ce qu'on a le model-based. Le model-based, ce sont toutes les réflexions qui sont beaucoup plus réfléchies. Donc là, dans ce cas, vous créez une carte mentale, de l'état dans lequel vous êtes, de l'état dans lequel vous voudriez être, et de toutes les actions que vous pouvez faire entre les deux pour atteindre justement cet état désiré. Cet état ou cette récompense que vous pourriez obtenir. Ici, comme on voit dans le petit schéma, c'est l'exemple d'un rat qui veut de la nourriture, et on voit que donc, dans le premier état, il a d'abord envie que de la nourriture arrive dans sa gamelle, donc il doit pousser sur le levier. S'il va tout de suite dans sa gamelle, il n'a rien du tout. Ensuite, dans le deuxième état, il voit qu'il ne doit plus pousser sur le levier, mais cette fois-ci rejoindre sa gamelle pour avoir à manger. Donc cet apprentissage par model-based va vraiment se baser sur toutes les informations qui sont disponibles, et on dit qu'il est goal-oriented, donc il est orienté but, tout simplement parce qu'on a toujours le but qui est en tête, et on va essayer de faire une stratégie en fait pour pouvoir atteindre ce but de la manière la plus optimale.
Le modèle Bayes, c'est important de comprendre qu'il est très paresseux. Le modèle Bayes, il n'agit pas de manière générale. Pourquoi ? Parce que faire cette carte, justement, ça prend beaucoup d'énergie. Donc il va plutôt agir dans les moments où les habitudes ne suffisent plus. Dès que les habitudes ne suffisent plus, alors le modèle Bayes va commencer à avoir beaucoup plus d'impact et va pouvoir prendre la place. Par exemple, si jamais on a changé les trams pour que vous alliez à l'université, vous allez simplement devoir refaire une carte mentale à ce moment-là parce que vous ne pouvez plus prendre le même chemin. Et à ce moment-là, vous allez recréer un parcours que vous allez devoir faire. Ce modèle Bayes dépend principalement de régions préfrontales qui sont généralement le siège des fonctions exécutives. Donc en résumé, on a deux processus de prise de décision différents. D'un côté, l'apprentissage qui est model free, qui lui est donc dit habituel, qui est très inflexible et rétrospectif. Par contre, on a de l'autre côté le model Bayes qui lui est orienté but, qui est très flexible, mais par contre qui est très coûteux cognitivement, et donc on l'appelle prospectif. C'est donc très important de retenir que ces deux systèmes fonctionnent constamment en parallèle et donc toutes nos décisions sont un petit peu impactées par les deux. Dans certains cas, elles seront plus impactées par l'habitude, dans d'autres cas, elles sont plus impactées par une décision réfléchie. Comment évalue-t-on les processus de prise de décision ? Pour ça, il y a une tâche qui a été faite en 2011 par Doe, qui est une tâche qui s'appelle la tâche en 2 étapes de Markov. Alors dans cette tâche, vous voyez ici que vous commencez sur un écran noir avec 2 images. Le participant va pouvoir choisir entre l'image de gauche ou l'image de droite. En fonction de l'image qu'il a choisie, il sera redirigé préférentiellement vers un écran vert ou un écran bleu. Vous voyez qu'ici, choisir l'image de gauche a 70% de chances de vous emmener vers l'écran vert. Choisir l'image de droite a 70% de chances de vous emmener vers l'écran bleu. Chacun a 30% de vous emmener vers l'autre image. Donc c'est ce qu'on appelle les transitions communes ou les transitions rares. Une fois à la deuxième étape, le participant a de nouveau 2 images, mais cette fois-ci donc sur le fond d'écran, vert ou bleu. En fonction de l'image qu'il va choisir, il a plus ou moins de chances d'avoir un gain. Donc ici, par exemple, sur l'écran vert, s'il choisit l'image de gauche, il a 32% de chances de gagner de l'argent. S'il choisit l'image de droite, il a 64% de chances de gagner de l'argent. Donc en fonction du choix qu'il a fait à la première étape, son choix à la deuxième étape va être impacté. Alors qu'est-ce qu'on évalue nous dans tout ça ? On a différentes questions de recherche. Premièrement, en fait, on va se demander, est-ce que le participant va répéter le choix qui a été fait à la première étape ? Et ensuite, on va se demander quels sont justement les déterminants de ce choix à la première étape. Est-ce que c'est uniquement le fait d'avoir été récompensé à l'essai précédent, ou est-ce que c'est le fait d'avoir été récompensé à l'essai précédent, mais est-ce que la transition est également prise en compte ? Donc ici, je vais vous présenter deux profils théoriques, qui sont des profils de quelqu'un complètement model free ou de quelqu'un model based. Quelqu'un qui est complètement model free va avoir tendance à reproduire un essai qui a été récompensé et à ne pas le reproduire s'il n'a pas été récompensé. Donc ici on voit, c'est la probabilité de maintenir son choix. Ici on voit qu'ils ont tendance à recommencer un essai qui a été récompensé et à ne pas recommencer d'essais qui n'ont pas été récompensés. Donc ça c'est quelqu'un qui est complètement model free. Donc j'insiste de nouveau sur le fait que c'est un profil qui est complètement théorique. Ensuite, on a le profil model-based, où là, la personne qui est en model-based va toujours prendre en compte la récompense à l'essai précédent, bien sûr. On a tendance à vouloir recommencer quelque chose qui a été valorisé et à ne pas recommencer quelque chose qui n'a pas été, mais il va aussi prendre en compte la transition. Pourquoi ? Parce que lui fait un lien entre les différentes étapes. Et donc, quelqu'un qui aurait été récompensé après une transition rare aurait plutôt tout intérêt à ne pas reproduire son choix et donc à plutôt essayer de faire quelque chose d'autre parce que la transition était rare. Donc, il va pouvoir prendre en compte la rareté d'un événement. Donc c'est pour ça qu'on a les 2 profils différents qui sont donc le model free d'un côté à gauche, unique déterminant la récompense, et un profil model based à droite qui est déterminé par l'interaction entre une récompense et une transition. On va également se demander dans nos questions de recherche, c'est est-ce que justement l'apprentissage model based ou l'apprentissage model free est impacté par l'addiction ? Donc on s'attend à ce que les personnes qui souffrent d'addiction sont plutôt dans le model free, plutôt dans l'habitude, tandis que les personnes les sujets contrôle sont plutôt plus dans le model based, donc plus dans la réflexion. On va aussi se demander quel est l'impact de la valence de la récompense précédente, donc est-ce qu'ils ont été récompensés ou non, et ensuite on va se demander aussi si ça va varier en fonction de différents profils. Alors voici ce que j'ai obtenu dans mon étude. Donc pour rappel, c'est une étude qui était sur les joueurs pathologiques, donc chez les gamblers, donc tous les gens qui ont des problèmes avec leur comportement de pari, donc ont tendance à jouer trop à des jeux en ligne de casino, des jeux d'argent, voilà, donc tout ce qu'on appelle les gamblers. Donc vous voyez ici, ce sont les résultats que j'ai obtenus lors de cette étude. Alors, donc pour rappel, on se demandait quelle était la probabilité de recommencer le choix fait à la première étape lors de la tâche de Markov. Donc ici, on voit que quand l'essai précédent a été récompensé,
les gens ont beaucoup plus tendance que quand il a été non récompensé à reproduire leur choix à l'essai précédent. Donc ça c'est normal. Dans le cas des essais récompensés, on voit que les deux groupes sont plus ou moins similaires. Donc quand il est récompensé et que c'est une transition commune, tout le monde a plus tendance à recommencer son choix. Quand c'est une transition rare, on a toujours tendance à le recommencer parce que c'est une récompense, mais un petit peu moins tout de même que si c'était une transition commune. Dans le cadre d'un essai non récompensé, par contre, on voit que chez les sujets contrôle, quand c'est non récompensé avec une transition commune, les gens n'ont pas trop envie de recommencer cet essai-là. Par contre, quand ils sont non récompensés mais qu'une transition rare, les gens ont bien envie de recommencer. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que c'était un coup de malchance en fait de ne pas avoir été récompensé et donc qu'ils peuvent recommencer. Chez les joueurs pathologiques, par contre, c'est différent. Dans les deux cas, que la transition soit commune ou rare, les joueurs ont moins tendance à recommencer leur choix. Et donc on voit qu'en fait, ils prennent simplement pas en compte l'effet de la transition, que la transition soit commune ou rare, ça ne change rien. Quand on n'est pas récompensé, on n'a plus envie de recommencer la même chose. Alors voici maintenant les résultats plus en chiffres, donc c'est des régressions logistiques, mais donc je vais moins vous embêter avec ça. Mais donc on voit ici simplement l'effet de la récompense, et ça c'est chez tout le monde. On voit que chez tout le monde, l'effet de la récompense est significatif. Donc ça veut dire qu'on a tous un petit peu quand même de model free qui vient jouer. On voit que chez tout le monde, outcome fois transition, donc ça c'est l'interaction entre la récompense et la transition. On voit qu'elle est significative aussi chez tout le monde, donc ça montre simplement que tout le monde a une trace quand même du model based, tout le monde utilise du model based. Par contre ici on voit qu'on a une triple interaction groupe récompense transition, et que cette triple interaction nous montre simplement que cette outcome fois transition, ce model based est amoindri chez les joueurs pathologiques. Quand on sépare ici, mais donc ça aussi c'est moins important, mais quand on sépare ici entre essais récompensés et essais non récompensés et essais récompensés, on voit que on a un effet donc dans les essais non récompensés de la transition, donc ça c'est le marqueur model base de nouveau, et de la groupe fois transition, donc le marqueur model base de nouveau après un essai non récompensé. Le tout est significatif, donc ça veut dire que le model base est amoindri chez les joueurs pathologiques après un essai récompensé. Dans le cas rewardé, donc ça veut dire récompensé, on voit que le groupe n'est pas significatif, donc tout le monde a le même modèle free. On voit que la transition est significative, donc on a toujours un marqueur model based. Par contre, on voit que groupe fois transition n'est plus significatif, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les groupes au niveau du model based après un essai récompensé. Donc en guise de conclusion, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que les joueurs pathologiques, et donc plus largement dans d'autres études on a vu les alcooliques et donc probablement d'autres addictions, on a vu que les addicts avaient beaucoup plus tendance à fonctionner à l'habitude. Surtout quand ils étaient non récompensés après quelque chose, dans le cas d'une situation qui pourrait être stressante, dans le cas d'un échec dans le gambling, dans le cas d'une dispute avec l'alcool. Dans toutes ces situations qui sont non récompensantes, les participants ont tendance à revenir vers leurs habitudes. Donc il y a un déséquilibre entre ces deux processus, où les addicts ne sont plus capables d'avoir une réflexion complète et de pouvoir réadapter leur comportement, d'où cette apparence très inflexible des prises de décision.